Donc, je disais tout à l'heure que de ce que vous avez dit, moi également, je retiens deux choses, à savoir que le leadership, c'est la capacité à être une chance pour sa communauté, une chance pour les autres. Et dans ce sens, on pourrait dire que Mme Zuma a été une chance pour l'Afrique. Absolument. Parce que pour une fois, vous me suivez? Oui, vous me suivez? Oh là là. Oh là là. J'ai une autre réunion. Vous ne me suivez pas. Je ne sais pas si je vais pouvoir. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Toutes nos excuses pour cette interruption. Ceci est dû à un problème technique qui a été remédié. Tout à l'heure, nous étions sur le panel diplomatique avec Madame Professeure Difo, modératrice du panel, et Son Excellence, Monsieur Hassan Tila Bakari, le panéliste qui est avec nous en ce moment. Donc, nous allons, s'il vous plaît, patienter quelques minutes, le temps que les participants nous rejoignent et nous reprenons le panel. D'accord, nous avons, moi particulièrement, j'ai suivi. Nous allons prendre notre mal en patience en espérant que les choses s'améliorent. Allô? Oui, moi je vous reçois. Et les Alors, est-ce qu'on va rester jusqu'à quand? Parce que autres moi sont j'ai un connectés? autre engagement. Moi j'ai un autre engagement à partir de... Oh là là. Éminents panélistes, de... nous allons reprendre dans 2 minutes très exactement. Les différents participants sont en train de nous rejoindre et nous avons aussi la présence de la panéliste camerounaise, Madame Michelle Kenembeli. Madame Michelle, nous vous souhaitons bonne arrivée. Merci. Allô? Oh, bonsoir à tous. Oui, nous te recevons, Michel. Nous te recevons. Ouais. Nous te recevons.
Mesdames et messieurs, nous sommes au panel diplomatique du camp des programmes de leadership africain. Nous avons eu une interruption due au problème technique qui est heureusement résolu. La majorité des participants nous sont rejoints. Nous sommes en présence du professeur Justine Difo, modératrice de ce panel, qui est en compagnie de M. Hassan Tila Bakari, panéliste, et aussi de Mme Michel Kenembeni qui nous a rejoints. Tout à l'heure, le panéliste, M. Hassan Tila, a introduit le panel expliquant l'origine même de l'agenda UA 2063. Maintenant que nous sommes de retour, Madame. Oui, allô? Allô? Allô, professeur, nous vous recevons. Oui, nous étions en train de faire la synthèse des définitions des grands concepts que nous a donné M. Hassan Silla. Donc, je disais que le leadership ou le leader, c'est celui qui a une chance pour sa génération. Comme on pourrait dire que c'est sous l'égide de Mme Zuma que nous avons eu l'avènement de ce document, l'agenda 2063 de l'Union africaine. Alors, quels en sont les objectifs? Comment y parvenir? Voilà exactement les questions auxquelles nous devons répondre. Je pense qu'il a bien planté le décor et maintenant, je souhaiterais qu'un autre panéliste nous prenne le premier axe. Je veux être sûr que nous sommes sur la même longueur d'onde, hein, parce que je ne veux pas être à parler seul. Je souhaiterais qu'un autre panéliste nous prenne le premier axe que je vous ai défini hier soir et introduise cet axe pour nos discussions, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un peut nous rappeler si vous m'entendez? Ça va aussi me permettre de voir que vous entendez. Est-ce que vous pouvez, Michel, est-ce que tu peux lire? Oui, on est à l'écoute, on vous attend très bien. Voilà, lisez le premier axe de ce panel que je vous ai communiqué hier. Vous avez vos notes devant vous? Est-ce que quelqu'un pourrait nous lire le premier axe, s'il vous plaît, si nous sommes vraiment ensemble? Je peux le faire, mais je veux m'assurer que nous sommes ensemble. Oui, vas-y, Michel. Oui, Michel. Alors, merci, Madame la modératrice, de me passer la parole. Alors, je pense que le premier axe, nous avons parlé la conception du leadership africain dans les hautes sphères de décision. Je pense que si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien cela. C'est bien cela. Monsieur Hassan Silla nous a donné la conception du leadership tel qu'il l'entendait. Maintenant, au niveau des hautes sphères de nos administrations africaines, comment on conçoit le leadership? Voilà, je pense que c'est une bonne problématique qui est posée parce que c'est tel que le leadership est conçu qu'il va permettre aux autres et notamment aux jeunes de se l'approprier. N'est-ce pas? Si le leadership est conçu dans les hautes sphères comme étant un enjeu partagé, alors les autres pourront se sentir concernés par cette problématique pour le développement du continent. Donc, comment ce leadership est perçu? Je souhaiterais qu'on en discute, s'il vous plaît. Est-ce que selon vous, c'est un leadership partagé ou à contrario, un leadership restrictif, restreint, égoïste, confisqué, n'est-ce pas? On peut trouver tous les adjectifs antagonistes à partager parce que dans nos formations en leadership, on nous dit que le leadership doit être partagé. Le leadership doit être partagé pour être approprié par ceux qui doivent porter le mouvement, par ceux qui doivent porter ce leadership. Donc, selon vous, comment est le leadership africain? C'est ça la question, la première question qui devait guider ce premier axe de discussion. Allô? Oui, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole là-dessus? Allô?
Allô? Alors, On t'écoute, Michel. oui, Madame la coordonnatrice, j'ai quelques soucis parce que moi, j'ai essayé d'orienter, parce que nous sommes dans le cadre du panel diplomatique, j'ai essayé de concevoir ça d'une autre manière, laquelle j'espère ne va pas essayer de désorienter les autres. Je ne sais pas si je peux m'y lancer. Je ne sais pas. Alors, africain dans les hautes sphères de décision. On peut faire appel au volet, à l'aspect diplomatique. Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais dire que, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais dire que l'Afrique doit prendre son destin en main pour assurer l'avenir du continent. Et le dit avenir appartient aux Africains eux-mêmes. Et puisqu'on parle de leadership au niveau des hautes sphères, cela nous oblige à évoquer l'aspect, comme je dis tantôt, diplomatique, parce qu'il faut le savoir. Les jeunes Africains doivent savoir que la diplomatie reste encore perçue dans le monde contemporain aujourd'hui comme une dynamique d'influence et un patrimoine de puissance. Et c'est également une tribune spécifique au sein de laquelle on retrouve une multiplicité d'acteurs, des lobbies, les acteurs de la société civile et même ceux de la sphère culturelle. Bref, c'est très vaste. Et donc, la question qui surgit est celle de savoir comment, face à un tel contexte, l'Afrique est capable de mener un leadership de qualité et de s'imposer sur la sphère mondiale. Parce que j'ai essayé de voir, d'orienter ma lecture dans ce sens-là, puisque nous sommes dans le panel diplomatique. Alors, je pense que l'Afrique doit parler d'une même voix. On le dit souvent. Barack Obama, je pense au Ghana, lors de la dernière Assemblée générale de l'Union africaine, nous en a parlé. Il a dit que l'Afrique devrait parler d'une même voix. Et c'est vrai qu'il y a des efforts qui doivent encore être faits. Bon, on se demande, est-ce que l'Afrique parle d'une même voix au niveau des dites instances? C'est une question très importante. Est-ce que l'Afrique est divisée? Au niveau de l'agenda, parlant de l'agenda, je ne voudrais pas revenir sur les objectifs parce que je vais laisser le soin à des aînés de se prononcer à ce sujet. Mais je pense que pardon, je ne voudrais pas que je m'égare sur mes notes. Voilà. Alors, voilà. Voilà, j'étais en train de dire que l'Afrique, n'est-ce pas, doit continuer de parler d'une même voix et agir de manière collective, n'est-ce pas, dans le sens de promouvoir comment dirais-je, dans le sens de se faire entendre, comment dirais-je, de mettre en avant ses intérêts et s'imposer face aux autres acteurs de la scène, de la dite scène internationale. Donc, je ne sais pas si je me fais comprendre, Madame la modératrice. Voilà. Oui, bien sûr, on te comprend, Michel. Une maison divisée contre elle-même ne saurait régner. L'Afrique est un peu divisée aujourd'hui. On voit les regroupements sous-régionaux. Est-ce que ces regroupements parlent d'une même voix? Ce serait assez difficile. Certains sont complémentaires, sont des duplications. On pourrait bien se demander si on peut parler d'une seule voix. Je crois que ton intervention est véritablement pertinente. Maintenant, Oui, vous m'entendez? oui, Madame le modérateur, on vous reçoit. C'est un bon point de vue. C'est un bon point de vue qui pourrait susciter d'autres idées. Est-ce qu'il y en a qui pensent comme elle ou qui pensent qu'on pourrait faire autrement? La parole est à qui de la prendre, s'il vous plaît.
Vous me permettez peut-être de revenir, Madame la modératrice, si vous le permettez, bien sûr. Allez-y. Alors, allant dans le même sens de ce que vous venez de dire, vous avez, je crois, chuté en disant que est-ce que l'Afrique parle d'une même voix? Justement, nous sommes, je dis encore dans le cadre du panel diplomatique, c'est une question très pertinente parce que lorsqu'on prend par exemple le cas de certaines crises, je vais peut-être citer la crise libyenne, est-ce que la crise libyenne comme d'autres, on a bien vu le redéploiement de la dite crise, comment ça s'est passé? Est-ce que l'Afrique a eu son mot à dire à travers l'Union africaine? Est-ce que l'Afrique n'a pas, vous voyez, je voudrais faire preuve de retenue, de ne pas développer cet aspect. Et j'évoquerai encore le cas des élections au niveau des instances internationales. Parfois, on a des candidats africains qui sont représentés, des candidats africains. Alors, des États africains choisissent parfois de voter pour un autre candidat. C'est autant de questions qui nous interpellent. Est-ce que l'Afrique parle-t-elle vraiment d'une même voix? Donc, je pense qu'il faudrait mettre en place un leadership efficace qui permettra à l'Afrique de se redéployer de manière collective, parler d'une même voix. Vous avez dit mettre en place un leadership efficace. Bon, on est là, c'est déjà le troisième acte. Oui, Parce que peut-être. nous avons la modératrice, si vous permettez, oui. pour qu'on puisse vraiment rester encore sur les axes que vous avez proposés. Je pense que vous avez proposé 3 axes. Et le premier axe, nous l'avons défini chacun à sa manière. Et j'étais en train de dire que les axes que vous avez définis ne peuvent pas être ex nihilo. Il faudrait absolument qu'ils soient en rapport avec l'agenda 2033. Et l'agenda 2033 de l'Union africaine, moi je le résume de cette façon, il vise à transformer l'Afrique en puissance mondiale et a pour objectif ultime son développement inclusif et durable. Ça, je résume les 20 points de cet agenda. Et pour cela, il pense qu'il y a la nécessité du leadership africain. Ce qui rejoint la parole, ce que vient de dire notre ami Michel Kenembeni, j'espère que j'ai dit. Et donc, qui est basé aussi sur tout ce qu'on dit là, c'est basé sur le leadership politique. Parce que qui dit diplomatie dit d'abord la politique. Et qui est aussi un appui sur des opérations et des opérateurs économiques et une mobilisation de la société civile dont les jeunes en font partie. Je voudrais qu'on aborde le second point, comment nos gouvernements ils, entendent aujourd'hui mener ce leadership africain. Quel est le rôle de nos gouvernements? C'est la question que vous nous avez posée, je pense. C'était le deuxième axe, parce que les mesures concrètes, c'était le troisième axe. Maintenant, voilà. Le deuxième axe, M. Hassan. Voilà. Le deuxième axe, moi, je pense d'abord qu'il faudrait que nous puissions démontrer est-ce qu'il y a des leaderships africains aujourd'hui. Et là, je voudrais prendre le cas de 3 chefs d'État. Le premier chef d'État que je voudrais citer, ce n'est pas celui de mon pays, rassurez-vous. Je vais citer celui de Paul Kagame. Je vais vous venir. D'abord, c'est le Paul Kagame. Démontrer, parce qu'il faudrait qu'on arrive à démontrer avec des actions menées dans le cadre de l'agenda. Le cas Kagame. Mais est-ce qu'il est suffisant? Kagame, aujourd'hui, a transformé le Rwanda. C'est ce que beaucoup d'Africains disent. Beaucoup disent qu'aujourd'hui, avec Kagame, il y a une politique qui est faite. Il y a aussi l'absence de figures politiques qui ont disparu, qui avaient pour rôle d'impulser l'Afrique. Kadhafi, Wade, Kadhafi avec la SINSAT et Wade avec le NEPAD. Quand bien même ces instruments ont été repris par des pairs africains, où est-ce qu'on en est avec ces instruments? C'était des instruments de développement que le gouvernement de chaque pays devait prendre en compte, qu'il s'agisse de reverdissement, qu'il s'agisse
de la lutte contre la désertification ou qu'il s'agisse également de l'alimentation, de l'autosuffisance alimentaire, Ouad et Kadhafi avaient des visions panafricaines qui devaient permettre en fait à certains gouvernements, à tous les gouvernements africains de s'en sortir. Mais avec la disparition de Kadhafi, parce qu'il y avait les moyens, et avec peut-être le départ de Ouad du pouvoir, l'ENEPAD n'a pas été repris suffisamment, bien que c'est entre les mains de l'Union africaine. Mais il se pose encore un vrai problème, les limites du pouvoir du président de la Commission de l'Union africaine et le manque de moyens, d'où l'indépendance de l'Afrique. Parce que si vous n'avez pas de moyens financiers, quand l'Union africaine, elle est financée par d'autres pays, quand l'Union africaine même, elle est financée par certaines puissances, quand vous pensez que même le bâtiment de l'Union africaine est construit par d'autres pays, il y a un sérieux problème. Et enfin, le troisième chef d'État, qui est mon président, je voudrais en parler, c'est un leadership dans la lutte contre le terrorisme, pris par le marshal du Tchad, Idriss Déby, qui aujourd'hui a essayé de projeter ne serait-ce, imaginez, 5000 hommes qui se projettent sur 5000 kilomètres pour défendre une cause noble de l'Afrique. Alors que tout autour de ces pays-là, il y a des militaires qui auraient pu aussi défendre le Mali quand il était agressé. Déjà, je voudrais faire un clin d'œil sur la solidarité. Parce que si vous n'avez pas de moyens financiers, si vous n'êtes pas solidaire, si vous n'êtes pas capable de voir que quand la case de votre voisin brûle, c'est que bientôt votre case va brûler, eh bien... Oui, mais le Cameroun, il faut dire que le Cameroun a quand même su profiter de cette solidarité sous-régionale. Hein. On peut peut-être reprocher autre chose au leadership du président tchadien contre le terrorisme, mais... Non, je ne reproche pas. Je dis c'est une vision. Je dis plutôt le contraire. Je dis le contraire. Qui doit être partagé. Qui doit être partagé. Voilà. Tout à fait. Lui, il a partagé une vision sur la lutte contre le terrorisme, c'est au Tchad. Le Kadhafi, il a mis les moyens nécessaires. Il voulait permettre à ce qu'il y ait une vraie Union africaine indépendante. C'est ça. Ça c'est ce que Kadhafi. Et Ouad avec son programme qui n'est pas. Et maintenant, j'ai pris comme exemple Paul Kagame, qui a essayé de transformer son pays à partir de ses propres moyens en faisant économique. Il avait mis. Et qu'est-ce qui a été fait? Le point commun de ces 4 chefs d'État, c'est qu'ils ont mis l'accent sur la jeunesse. C'est la jeunesse qui a relevé tous ces défis-là. Que vous soyez au Tchad, aujourd'hui, la lutte contre le terrorisme, c'est la jeunesse qui a les armes en main, qui défend la lutte contre le terrorisme dans la sous-région et continentale. Quand vous allez faire le développement de l'agriculture sans les bras de la jeunesse, vous n'êtes rien. Quand vous parlez de développement sans les jeunes, vous n'êtes rien. Mais ce sont tout ça réuni par rapport à 54 pays, vous allez voir que ce n'est rien. Donc, nos gouvernements, chacun a une vision de développer son pays, mais c'est écarlate et c'est éparse. Et cela ne peut pas permettre un leadership africain fort. Loin s'en faut. Si nous étions déjà indépendants financièrement, je pense que l'Union africaine pouvait être le lead parce que l'idée est propulsée par une intellectuelle Zuma, comme je l'avais dit plus haut, et cela permet non seulement à ces aux jeunes de voir en elle comme une icône. Voilà ce que je dis en ce moment pour ce deuxième point, si vous permettez. Ben, c'est une contribution dans tout ce déniché, que les jeunes qui nous écoutent comprennent aussi qu'un bon leadership, c'est celui-là qui est partagé, mais c'est un leadership qui rend les autres responsables, c'est-à-dire solidaires de la vision. Le document de l'agenda 2063 a une vision et des aspirations. C'est cette vision qui, partagée, pourrait justement amener chaque Africain et chaque président africain, comme ceux que vous venez de citer, a dit, mais ma foi, dans cet agenda, j'ai quelque chose à faire, j'ai ma partition à jouer pour qu'à la fin de la journée, pour que d'ici 2063, et ce n'est pas à côté, 2063, c'est par la grâce que beaucoup de cette
certains d'entre nous seront encore là. Donc, donc avec ceci, j'aimerais qu'un autre panéliste puisse prendre la parole. Jusque-là, il n'y a que 2 panélistes qui ont parlé. Est-ce qu'un troisième panéliste pourrait apporter un élément de contribution avant que nous ne passions au dernier point, parce que nous sommes à 11h52. Il nous reste encore 8 minutes et 15, 23 minutes. Est-ce qu'un autre panéliste pourrait rebondir sur cette question, sur un autre regard? Allô? Oui. Merci, Madame la modératrice, de me passer la parole. Bon, peut-être je vais aller dans le même sens que mon aîné, en disant tout simplement que l'Afrique doit effectivement aller au-delà des vieux discours et œuvrer au niveau des hautes sphères internationales pour son unité, et tout en défendant ses positions, bien entendu, au sujet, par exemple, des crises. Ça, c'est le rôle de nos gouvernements. Oui, oui, quand je dis... Ça, c'est le rôle de nos gouvernements. Nos gouvernements doivent rafraîchir leur discours, leur position. Oui, Madame la modératrice, effectivement, n'est-ce pas? Donc, au sujet, je disais tantôt, des guerres et autres qui ont trait sur le continent. Et l'Afrique doit également parler d'une même voix et prendre part au Conseil des grandes nations. Donc, je pense que quelque part, mon idée a évolué ce que j'avais à dire. D'accord. Alors, quels sont, troisième axe, les mesures prises ou les mesures à prendre pour mettre en œuvre de façon effective les objectifs de l'agenda 2060 a été fait, des sommets se tiennent, des actions concrètes. On pourrait même dire que Kagame, Diouf et autres ont mené des actions. Le président tchadien, chacun a choisi un axe, une piste selon sa sensibilité. C'est des choses qui sont faites. Il y a des projets intégrateurs, il y a la prise en compte des jeunes, les grands projets intégrateurs, les ponts de l'intégration en Afrique. On voit le passeport de l'Union africaine, on voit la zone économique de libre-échange. Voilà des actions futuristes et audacieuses qui ont été déjà amorcées depuis l'agenda 2063 de l'Union africaine. Mais quelles sont celles qu'on pourrait indexer, articuler, proposer pour espérer pousser davantage certaines actions concrètes? Alors, si je peux me permettre de me jeter à l'eau. Bien sûr, mais ne vous noyez pas, hein? Nous n'avons pas de bouée de sauvetage. Vous savez, l'Afrique est comme ce vieux proverbe chinois qui dit « Pour tout projet, concerte ta femme, mais fais à ta tête. » Pour tout projet, concerte ta femme, mais fais à ta tête. Oui. J'espère que je ne vous offense pas. Non, pas du tout. Pas du tout. En fait, parce que voilà ce qui se passe. On nous concerte et c'est les autres qui agissent à notre place. C'est dû à quoi? C'est dû au fait simplement que nous n'avons pas de couple assez fort. Pourtant, nous avons... je prends l'exemple de l'Union européenne, où il y a le couple franco-allemand qui galvanise, qui donne des pistes de réflexion en imaginant beaucoup de solutions et en se mettant même à dos certains pays européens. Pourquoi est-ce qu'en Afrique, on n'arrive pas à avoir ce genre de couple-là? Pourtant, on a des leaders, des pays qui ont tous les moyens. Je cite le Nigeria, l'Afrique du Sud, et j'en passe, l'Égypte. Ils sont nombreux, ceux qui ont les moyens financiers, qui ont la capacité et qui ont vraiment une démographie nécessaire pour faire face à cela. Donc, pour moi, je pense que les voies et moyens pour développer cette dérive doivent s'approprier et se baser sur les grands pays. Qu'est-ce que j'appelle grands pays? Ce sont les pays qui n'ont pas connu de guerre, ce sont des pays qui ont eu la chance d'avoir un taux de développement assez élevé et qui peuvent traîner les autres avec. Il faut qu'il y ait des leaderships africains par rapport à certains pays.
C'est vrai, on a des hommes forts dans certains Ils pays. se positionnent comme des locomotives. Absolument. Voilà, madame. Donc, il faut qu'on imagine quelques pays qui peuvent prendre cette avancée. C'est vrai que les pays de la SADC, à un certain moment, moi, ils m'ont donné envie de les suivre, hein, parce qu'ils avaient une seule même voix. Et même maintenant, quand ils vont pour des élections à l'Union africaine, ils ont une seule voix. Alors que dans nos pays de la sous-région, et surtout nous, les États francophones, vous savez qu'on va toujours de façon dispersée et toujours en faisant des coups bas. Donc, cela est un vrai frein pour le troisième point. Il paraît qu'en politique, les coups bas sont indispensables. C'est un panier à crabe, madame. Et donc, il faudrait aussi qu'on puisse étudier la piste d'un leadership sous-régional pour impulser le mouvement à partir des organisations sous-régionales. Moi, je pense que les organisations sous-régionales peuvent, et surtout la société civile, aujourd'hui, grâce à ces jeunes qui organisent ces plats, je ne vous connaissais pas il y a quelques instants, aujourd'hui, je parle avec vous. Je suis en train d'échanger avec vous. Je ne connais pas Madame Michel, je suis en train d'échanger avec elle. Et tous les jeunes qui nous suivent actuellement. Je pense que ce leadership peut être impulsé, et vraiment, c'est la vraie force qui pourra faire changer beaucoup de choses, c'est la jeunesse. Pas une jeunesse qui revendique pour revendiquer, pas une jeunesse qui casse, pas cette jeunesse qui prend les réseaux sociaux à bras le corps pour faire du mal, non. Mais c'est une jeunesse qui réfléchit et qui utilise les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour pouvoir faire comme les autres et dépasser les autres, mieux que les autres, je dirais. Donc, pour moi, c'est ce qui est important et qui peut peut-être nous aider, c'est en mettant l'accent sur la société civile et plus précisément sur le monde rural, en leur donnant également des moyens nécessaires et mettant les nouvelles technologies de l'information et de la communication à leur disposition pour la santé, parce que si vous n'avez pas une bonne santé, vous ne pouvez pas être leader dans votre domaine. Qu'on utilise même la pharmacopée, ce n'est pas grave, mais que cette pharmacopée soit organisée, que cette pharmacopée soit mise à la disposition des autres. Les recherches qui se font doivent être mises à la disposition des autres et cela ne peut se faire qu'à travers la jeunesse. Parce que nous autres, on est déjà à un certain niveau, on a peut-être eu à jouer notre partition. Mais la vraie partition, parce que l'Afrique, aujourd'hui, la chance que nous avons, prenons la pandémie de la Covid, nous ne sommes pas touchés, ou plus ou moins nous sommes éphémèrement touchés. Qu'est-ce qu'on n'a pas prédit pour nous? C'est ça. Mais l'Afrique serait rasée. C'est le continent de l'avenir. Aujourd'hui, personne n'a envie de prendre l'avion pour aller se faire soigner à l'Hexagone. On se contente de rester chez nous. Hein. Hier, on était avec madame qui faisait des courses ailleurs. Aujourd'hui, on se contente d'aller au marché ruraux. Ça veut dire quoi? Le Made in Africa. Le Made in Africa. Il faut en profiter pour développer notre leadership économique. C'est peut-être une opportunité que Dieu nous offre pour qu'on puisse retourner aux sources. On n'a rien à envier aux autres. On a été à l'école, à leur école, c'est vrai, à l'école des Blancs, et nous, en étant avec eux, nous avons été même primés dans leur classe, dans leur matière, dans leur langue. Et je ne dis pas ce que nous n'avons pas fait. Donc, loin d'être raciste ou quelconque, je pense qu'il est important. Il est important de ne pas réinventer la roue, mais plutôt de faire comme la roue est mieux que cette roue-là. J'en ai fini, madame. C'est exactement ça, monsieur Hassan. Merci beaucoup. Je pense que l'Africain, on revient à se prendre en charge, se prendre en main, parce qu'il faut voir le bon côté en termes de mesures concrètes. Il faut voir le bon côté de cette crise à la COVID-19 qui nous a amenés à reconsidérer nos forces, à reconsidérer ce que nous étions capables de faire. Et c'est l'occasion, justement, lorsqu'on lance la zone de libre-échange continentale, qui est comme un galop d'essai pour apprécier la compétitivité de nos produits sur d'autres marchés internationaux. C'est un galop d'essai. C'est dans ce laboratoire que nous allons apprendre à faire mieux en termes de respect des normes. Donc, ceci dit, je pense que c'est maintenant ou jamais que nous devons mutualiser, que l'Afrique, les gouvernements africains doivent mutualiser leurs efforts, mutualiser leurs ressources pour développer le Made in Africa. Pour développer le Made in Africa. Et de ce point de vue, je pense que le numérique comme outil de développement,
comme outil d'accélération de la croissance des États est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Je parle de numérique, pourquoi? Aujourd'hui, nous sommes en train d'avoir une réunion en ligne. Alors, on peut imaginer des plateformes d'interconnexion des hommes d'affaires africains, des plateformes d'interconnexion des PME, les plateformes d'interconnexion des startups. Dieu seul sait que les jeunes, pour la plupart aujourd'hui, sont dans des startups. Et vous avez dit qu'on peut compter sur les jeunes pour bâtir ce leadership en Afrique et pour réaliser les objectifs. Dans ces plateformes des jeunes start-upers qui sortent des écoles avec des idées de projets, mais sans avoir les fonds pour se lancer. Alors, si ces jeunes se retrouvent sur une plateforme, par exemple, Doing Business in Africa, n'est-ce pas? On peut les capaciter, on peut les coacher, les accompagner au point où on mobilise aussi des financements pour eux, pourquoi pas? Donc, voilà un peu comment je vois les choses. Il faudrait que les États développent cette solidarité, vous avez prononcé le mot, cette entraide, vous avez également prononcé le mot, pour que nous puissions, j'ajoute ceci, mutualiser, mettre ensemble dans une corbeille commune les ressources intellectuelles, les ressources financières pour voilà un peu de votre intervention et c'est mon angle de vue, n'est-ce pas? Je ne sais pas si un autre panéliste pourrait avoir d'autres idées qui vont nous aider à évoluer là-dessus. Et j'espère que le co-modérateur, le co-animateur est en train de prendre des notes pour la synthèse, non? Parce que à la fin, Exactement, il faut quand même madame. que dans... Nous sommes en train de prendre des notes et cela Voilà, aussi est fait pour les différentes interventions des participants très bien. dans l'onglet de discussion. Très bien. Il faudrait qu'à la fin de ceci, dans le groupe que vous avez créé, que nous puissions avoir un document de synthèse de ces échanges. Ça pourrait nous permettre, vous ne savez pas qui je connais, qui je touche, vous ne savez pas qui M. Hassan connaît, qui touche. Ça, je pense même qu'à la fin, nous devons rester ensemble pour voir comment mobiliser cette synergie qui est née aujourd'hui à travers ces échanges pour faire bouger. Vous savez, c'est en posant une pierre sur une autre qu'on bâtit un édifice solide. Donc, voilà, je pense que sur le plan stratégique, en termes de pérennisation, d'efficacité, d'efficience, il faudrait peut-être qu'on voit comment orienter les choses de cette façon. Merci beaucoup, madame, pour vos conseils riches. Nous les prenons en compte et nous allons les mettre en application. D'accord. Alors, nous avions 4 panélistes jusqu'à présent. Il n'y a que 2 qui ont intervenu, Michel et Hassan. Où sont les 2 autres? Ils ont eu des problèmes de connexion. Nous avons des problèmes techniques pour les joindre jusqu'alors. Nous n'avons pas encore réussi, raison pour laquelle nous poursuivons toujours avec vous. Et nous rappelons d'ores et déjà que tout à l'heure, à 11h15, nous allons ouvrir la phase des questions et réponses. D'ici là, nous continuons avec vos interventions, nous continuons avec votre nourriture intellectuelle que vous êtes en train de nous servir à nos chers participants. Merci, c'est gentil. Allô? Oui, Michel, oui, vas-y. Tu as des mesures concrètes à proposer? Oui, bon, quand je lis les engagements pris ou à prendre par nos dirigeants, les engagements pris ou à prendre par nos dirigeants pour une mise en œuvre effective des objectifs de l'agenda U2063. J'ai envie aussi de dire ceci. Il est important que, j'ai envie de citer, de revenir encore sur le volet purement diplomatique au niveau de la coopération internationale. Parce que c'est très important d'en parler à nos jeunes. Au niveau de la coopération internationale, il est important que les États africains soient capables, n'est-ce pas, au niveau du choix. Allô? Est-ce que vous me recevez? Allô, Madame Michel, nous vous recevons 5 sur 5. Ouais. Alors, j'étais en train de dire qu'il est important que les États africains, n'est-ce pas, soient capables d'imposer au niveau de s'imposer au niveau du
choix et le type de partenaires qu'ils souhaitent, avec lesquels ils souhaitent coopérer. Parce qu'on a bien vu, sans autant de pesanteur, qui, lorsque les États sont parfois, je ne voudrais pas trop développer cet aspect-là, mais on sait qu'avec des partenaires traditionnels, lorsque ces derniers sont appelés à redynamiser, n'est-ce pas, leur coopération avec d'autres partenaires, il y a parfois des pesanteurs, il y a parfois comment je vais appeler ça, des soucis que ces derniers ont. Donc, si les États africains veulent vraiment atteindre les objectifs tels que prescrits dans l'agenda 2063 de l'Union africaine, il est important que ces derniers aient cette aptitude-là. Ils doivent être capables de donner le ton, de s'imposer et pour obtenir une coopération gagnante-gagnante, parce que jusqu'ici, on se demande, est-ce que c'est le cas? Mais est-ce qu'on peut donc atteindre les objectifs tels que prescrits dans le dit agenda si on n'est pas capable de s'imposer de cette manière? Bon, voilà à peu près ce que je voulais dire dans l'aspect diplomatique, parlant de la diplomatie économique. Donc, je voulais juste ajouter cet aspect-là. Allô? Allô, madame, nous Oui. recevons toujours. Oui. Donc, voilà ce que j'avais. Nous venons à l'instant d'écouter l'intervention de madame Michèle Kinembeni. Nous allons en revenir avec la modératrice principale du panel, professeur. Oui, j'ai eu quelques problèmes de son tout à l'heure. Je crois que vous me réécoutez à nouveau. Oui, professeur. D'accord. Donc, s'il n'y a pas d'autres propositions, je voudrais vraiment mettre l'accent sur la synergie d'action. Sur la synergie d'action. Vous avez parlé tout à l'heure, Hassan a beaucoup insisté sur le rôle de la société civile. Les intellectuels constituent, nous sommes tous de la société civile, hein, même si chacun d'entre nous a son parti politique, mais lorsque nous intervenons dans la sphère du développement, nous faisons fi nous éclipsons ce côté politique, et je pense que en tant que jeunes, en tant que société civile, cette action que nous avons commencée doit pouvoir être pérennisée. Et comment faire pour créer des passerelles et des ponts entre nos actions communes pour que nous aboutissions à une société civile forte, qui est capable, dont la voix peut être portée à l'Union africaine. Et à mon niveau, j'aimerais partager dans cette expérience avec vous l'exemple que j'ai donné tout à l'heure d'une plateforme d'interconnexion des startups, des jeunes. Ben, c'est une plateforme que j'ai mise en place qui est www.doingbusinessinafrica.biz. L'idée est venue de quoi? Le droit OHADA couvre 17 pays africains. Mais est-ce qu'on entend même parler de ce droit OHADA au niveau des jeunes, au niveau des acteurs économiques? C'est un droit OHADA qui est resté tellement théorique que dans les 17 pays, les hommes d'affaires qui sont au Mali, au Sénégal, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Tchad, au Cameroun, ne se connaissent pratiquement pas, ou alors se connaissent à travers leur propre réseau relationnel. Mais moi, en tant qu'universitaire, j'ai enseigné depuis, ça fait 30 ans, c'est la 30e année que j'enseigne, n'est-ce pas? En tant qu'universitaire, je me suis dit, mais un tel outil peut être opérationnel. Une plateforme comme celle-là peut permettre de connecter et d'interconnecter les acteurs économiques. Et moi, mon segment, ce sont les jeunes. Mon segment, ce sont les jeunes porteurs d'initiatives, porteurs de projets. Aucune banque ne veut des jeunes parce qu'ils ne savent pas comment ils vont trouver les garanties, par exemple, pour demander un crédit. Mais nous sommes là pour les accompagner avec notre intelligence, en mobilisant les ressources pour financer le début de leurs affaires. Non, je vais vous écrire ça. C'est doing business trade union, doing business de 6 in Africa.biz, B-I-Z. Donc, doing business de 6 in Africa.biz. Donc, je vais vous communiquer ça dans le chat tout à l'heure.
Voilà un peu quelque chose de concret qui peut bâtir un pont entre les jeunes de tous les pays africains, sans effort physique, hein, à travers une plateforme, sans effort physique. Et nous, de notre côté, je pense que l'Union européenne, l'Union africaine peut vraiment porter ce projet. Hassan, Monsieur Hassan Silla, je pense que vous êtes bien placé. C'est le Tchad qui a le leadership de l'Union africaine aujourd'hui. Je prends à témoin les panélistes et tous ceux qui nous suivent pour que vous et moi, et Désiré qui nous a donné la chance, hein, Désiré est un leader. J'ai dit que le leader, c'est celui-là qui est vraiment une chance pour les autres. Désiré, je crois qu'à travers cette plateforme, il ne savait pas qui nous étions, ce que nous devions lui proposer. Mais je crois que lui et nous pouvons porter cette idée de plateforme des jeunes et des jeunes start-upers pour que dans 15-20 ans, ces jeunes à qui personne ne fait confiance, alors qu'ils ont d'excellents projets au sortir des écoles, pour que ces jeunes soient ceux-là qui peuvent porter la croissance économique de l'Afrique et qui peuvent porter la compétitivité du continent. Voilà un peu la contribution que je donnerais sur ce point. Merci, madame. Moi, je voudrais peut-être rappeler simplement que j'ai la chance, moi, de faire partie du gouvernement où Moussa Faki, l'actuel président de l'Union africaine, avec lui, j'ai travaillé pendant 4 ans dans le même gouvernement. Donc, je suis à toi avec lui. Et je pense que c'est un aîné qui est formidable. Il est ouvert. Vous m'entendrez quand j'étais au gouvernement. Il m'a beaucoup aidé parce qu'il était ministre des Affaires étrangères. Moi, j'étais à la communication, porte-parole du gouvernement. Donc, j'ai pris mes marques grâce à lui. Et il est ouvert à toute forme de suggestion. Nous avions dit qui est les voies. Je suis prête à faire le déplacement, hein, de toutes les façons. Le Cameroun n'est pas loin du Tchad, encore moins de l'Éthiopie. Il n'y a pas de problème. Donc, je dirais simplement qu'au Tchad, nous avions eu une idée qui était formidable par le président de la République, Idriss Déby Itno, c'était de créer le Centre africain de technologie de l'information et de la communication. Et voilà. Ça a été même adopté. Les projets ont été même adoptés par l'Union africaine. C'est un centre qui devient être un incubateur dans lequel vous avez des jeunes scientifiques, vous avez tous ceux qui sont porteurs des sujets, tous ceux qui sont porteurs des idées novatrices, des valeurs ajoutées. Et ensuite, dans ce centre, il devait y avoir une radio et télévision panafricaine. Notre vrai problème aussi, c'est l'image. On n'a pas abordé ces sujets. C'est l'image qu'on a d'abord de nous-mêmes et l'image véhiculée de l'Afrique par les autres. Parce que pour eux, ce n'est pas pour les autres occidentaux, ou d'ailleurs, un Africain, c'est les cheveux crépus, le ventre ballonné et les nez pleins de morve. C'est ça, un enfant africain. Quelle image qu'on montre de nous? Où c'est souvent les Africains qui traversent la Méditerranée, où c'est souvent... Il y a des clichés qui sont aujourd'hui vendus. Et dont nous-mêmes, Africains, notre jeunesse elle-même, elle se complaît à faire véhiculer ces images des fois. Quand vous regardez les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, autres, certains jeunes sont fiers même de montrer leur capitale inondée. Et ils se moquent de la capitale. Mais c'est des images qui sont très graves pour nous-mêmes. Parce qu'on a une idée négative de nous-mêmes. Première chose. Deuxième chose, c'est que tant que nous, enfants africains, jeunes africains, nous n'avons pas une idée de notre continent, tant que nous ne savons pas où est-ce que nous voulons aller, on aura beau dire des beaux discours, on aura beau mettre des structures ou des infrastructures, ça ne marchera pas. Nos problèmes se résument en 3 points, pour moi. C'est d'abord la volonté politique. Et cette volonté politique, elle est aujourd'hui au niveau social, elle est au niveau du monde rural, elle est au niveau de ce qu'on appelle les organisations de la société civile, que vous faites bien de répéter, madame, je vous félicite pour ça. Deuxième chose importante, c'est qu'il faut dépolitiser tout ça. Nous autres qui avons fait la politique, on est pourris un peu. Mais ceux qui sont là en train de nous suivre, ce sont des jeunes qui ont des idées novatrices. Pour eux, c'est de mieux faire et de comment dépasser l'autre. C'est ce qu'on appelle la compétition et la concurrence saine. Une émulation pour mieux faire que l'autre. Troisième chose importante également, c'est d'avoir notre propre image, d'être fier de nous-mêmes. Et quand vous êtes fier de vous, vous pouvez casser des barrières. Mais le vrai problème aussi, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qu'ils sont en train de faire, ils ne trouvent pas en nous peut-être des icônes. Mais ces jeunes-là, moi, je vois des jeunes qui sont mieux que moi.
Quand je vois ce jeune, je suis fier parce que ce qu'aujourd'hui arrivent à faire les amis de CEPLA, nous, on n'a pas pu le faire. Ils ont utilisé les nouvelles technologies pour nous réunir. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire mieux pour casser les barrières? Parce que sur le plan diplomatique, Michel l'a bien dit, on a pris beaucoup de décisions. On a créé le passeport CEMAC, le passeport de l'Union africaine. Mais quels sont les gens qui ont le passeport de l'Union africaine? Est-ce qu'on peut circuler avec cela? Où est-ce qu'on peut aller avec? Le passeport de l'Union africaine sert à qui? Quels sont ceux qui ont ça? Ça ne sert à rien. Quand vous avez, par exemple, entre le Tchad et le Cameroun, nous avons seulement la ville de Koufoui, qui est la capitale du Tchad. Vous ne pouvez pas passer sans papier. Alors que c'est la ville de situation de personne. Ou le policier à côté arnaque. Ça veut dire qu'il y a un seul problème. Donc, le problème doit partir de la base. Et cette base, elle part de la jeunesse. Merci, madame. Oui, merci beaucoup, Monsieur Hassan. Je crois que Désiré a annoncé qu'à 12h, nous passerions aux échanges avec ceux qui nous suivent depuis. Donc, ce volet-là, comment ça va se passer, Désiré? C'est vous-même qui pourrez modérer ça? Exactement, professeur. Je suis Essodi J'annonce que c'est la Nagato, le première fois que... co-animateur. Allô, Je vais... Désiré? Allô? Allô, Allô? professeur. Allô, professeur. Oui, la reconnaissance est une dette morale et spirituelle. Je voudrais te remercier infiniment et publiquement ici sur cette plateforme. C'est la première fois que j'utilise Zoom pour modérer comme modératrice et c'est la première fois que vraiment j'anime une bonne réunion. Donc, je voudrais te remercier pour ça et encourager les gens à rester open-minded, c'est-à-dire avoir un esprit ouvert à tout, être flexible et travailler sur les questions. Merci beaucoup. Merci, professeur, pour vos mots d'encouragement. La reconnaissance, elle est pour nous tous et nous aussi, nous sommes très honorés d'avoir nos aînés auprès de nous qui viennent nous donner des conseils et qui font les mêmes remarques que nous. Tout à l'heure, dans les discussions, les participants ont salué cela, le fait que les aînés puissent mettre en avant les mêmes remarques, les mêmes appels à conscience qu'ils sont en train de faire. Quelqu'un dit, nous sommes rassurés quand nos aînés relèvent ces soucis majeurs et apportent leur contribution pour notre chère Afrique. Même si cela prend du temps, les uns et les autres se mutualiseront pour relever. Une autre personne disait, l'idée est de faire de ce mouvement une vision commune et que tous ceux qui auront participé de près ou de loin au CEPLA partagent les acquis et que chacun dans son environnement se sente concerné et pose des actions. Merci beaucoup, professeur, pour la reconnaissance adressée à l'endroit du promoteur, M. Brice Tchabga. Tout au long de nos échanges, nous avons été nourris par nos éminents intervenants. Nous avons eu des conseils très précis, notamment le fait de pouvoir remodeler l'image africaine de M. Hassan Sila Bakari par la mise en œuvre d'une radio-télévision panafricaine et aussi de prendre conscience des enjeux de notre développement pour arrêter de montrer une mauvaise image. Que c'est un très couché. Mais que ce soit plutôt une image saine, une image motivante. Nous saluons le leadership incarné par nos différents leaders ici, et d'autant plus que ce panel est animé par une femme, dans lequel il y a aussi une autre femme. Nous avons 2 femmes au cours de ce panel. Ceci aussi est l'émanation du leadership féminin, qui est un facteur de développement qui peut nous conduire à l'atteinte des objectifs de l'agenda UA 2063. Ce panel est axé vers la jeunesse. La moyenne d'âge de toutes les personnes qui nous suivent ici est de 31 ans, très exactement. Nous avons plus de 6000 personnes ressources qui nous suivent et nous leur saluons aussi. Tout à l'heure, nous passons directement à la session des questions-réponses. Pour demander une question aux intervenants, nous prions les participants de lever la main. Ceci à travers les réactions. Donc, dès qu'il y a une main levée, nous allons la remarquer. Nous l'introduisons au professeur et la personne prend la parole. Oui, le leadership se manifeste déjà. Monsieur Noël, vous pouvez prendre la parole. Allô, vous m'entendez? Allô, monsieur Noël? Oui. Essayez d'hausser un peu la voix, s'il vous plaît. Ok. Vous m'entendez maintenant?
Oui, c'est bon, vous pouvez y aller. OK. Je remercie les organisateurs du CEPLA. Je voudrais du fond du cœur remercier nos aînés panélistes. C'est une aubaine pour nous, notre jeunesse, de prendre part à de telles réunions. J'aimerais abonder dans le sens des panélistes. Toutefois, moi, je suis venu au CEPLA en étant un peu pessimiste parce que l'Afrique noire est non seulement mal partie, mais j'ai plutôt l'impression que l'Afrique noire risque de disparaître dans les méandres de l'histoire de l'humanité parce que nous sommes toujours en train de faire du surplace. Comment est-ce qu'on peut parler de leadership quand notre éducation est toujours téléguidée par, depuis ailleurs? Parce que nos manuels scolaires sont édités par Hachette pour ne pas la nommer. Et tout à l'heure, si vous remarquez les interventions de Mme Michel Kenambeni, vous verrez qu'elle ne veut pas rentrer dans les détails parce que la liberté d'expression n'est pas encore la chose la mieux partagée sous nos cieux. Comment peut-on parler de leadership quand nos chefs d'État qui sont censés donner l'exemple jouent sur des constitutions qu'ils violent ensuite? Donc, moi, j'aimerais dire tout simplement que il y a deux dynamiques. Soit la dynamique top-down, que les leaders et les élites peuvent incarner, ou bien la dynamique bottom-up, que nous, société civile, nous pouvons incarner. Mais toutefois, on peut toujours partir sur la base d'un combat social pour rassurer les chefs d'État pour dire qu'ils cessent de jouer contre leur peuple. Et nous aussi, nous pouvons aussi les aider parce que leur situation, des fois, n'est pas si évidente que ça. Parce qu'ils ont hérité du pouvoir dans des contextes politiques que nous connaissons tous. Le Code noir s'est transformé en contrats coloniaux. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut que la synergie que le professeur Difo appelle de tous ses voeux puisse se mettre en place et que nous puissions rassurer aussi nos chefs d'État pour leur dire nous ne sommes pas contre eux, mais qu'ils nous donnent aussi cette opportunité d'apporter notre pierre à l'édifice. Voilà un peu, moi, la contribution que j'aimerais apporter parce que je crois que tout doit passer par l'éducation. L'éducation, parce que si nous voyons l'échéance 2063, on a encore 40 ans pour mettre en place quelque chose. 40 années d'une vie, ce n'est pas 40 jours. Et si aujourd'hui, nous nous mettons ensemble autour d'une table pour dire, écoutez, plus de 60 ans après l'indépendance, nous n'avons fait que du surplace. Cette fois-ci, permettons à notre jeunesse et à tout le monde de pouvoir manger ne serait-ce qu'à sa faim, de pouvoir fréquenter dans de bonnes conditions, de pouvoir avoir accès à l'énergie, de pouvoir bénéficier d'une certaine couverture sociale. C'est chez nous que les Occidentaux viennent prendre des ressources pour aller développer leur pays. L'Afrique noire, nous tous, nous savons que l'Afrique noire détient plus de la moitié des ressources au monde. Mais pourquoi nous continuons pas à souffrir? Voilà un peu, nous, nos préoccupations en tant que jeunes. Monsieur Hassan l'a remarqué, l'Union africaine est financée d'ailleurs. On dit celui qui paye le violoniste, il choisit aussi la musique. Dans ces conditions, on ne peut pas encore parler de leadership africain. Je suis un peu désolé. Mais si aujourd'hui nous décidons de prendre notre destin en main et d'interpeller nos leaders pour leur dire, écoutez, cessez de jouer contre nous, nous pouvons aussi vous aider et qu'eux aussi comprennent. Pour faire un clin d'œil à M. Hassan, la dernière fois, c'est dans son pays que quelqu'un s'est fait couronner maréchal avec 3 milliards de nos francs, pendant que les inondations sont en train de déloger les gens. Donc, voilà un peu moi, ma contribution au débat. Et je vous remercie encore une fois pour cette initiative. Je crois que les lignes sont en train de bouger et la jeunesse va apporter effectivement sa pierre à l'édifice. Je vous remercie infiniment. Nous remercions l'intervenant, le participant de Noël.
Nous remercions M. Noël pour sa question. Nous allons donc poursuivre avec les autres intervenants. Nous avons une question dans la discussion, plusieurs d'ailleurs. Nous allons en prendre une. La question. Un participant demande comment faire pour que l'Afrique retrouve sa puissance économique vu que le continent fait l'objet de convoitises par les sociétés étrangères. Éminent panéliste. Est-ce que vous pouvez répondre à la question, s'il vous plaît? Oui, la question est la suivante. Comment faire pour que l'Afrique retrouve sa puissance économique vu que le continent fait l'objet de convoitises par les sociétés étrangères? Allô? On peut prendre la parole directement ou bien modérateur Emmanuel, comment ça se passe? Emmanuel, est-ce qu'on peut répondre directement ou bien comment ça se passe? Oui, vous pouvez répondre directement. Bon, moi, je voudrais commencer d'abord par le dernier intervenant qui m'a fait un bon clin d'œil. Et dire que, écoutez, il y a ce qu'on appelle la désinformation qui est la plus mauvaise des choses. C'est très grave. Il dit quelqu'un chez moi s'est fait nommer marshal avec 3 milliards de nos francs. C'est une invention terrible. Une fausse information qui n'a. Il veut parler du marshal du Tchad, qui est un titre. Le marshal, c'est un titre qui est consacré par la Constitution et c'est une dignité. C'est une dignité et le chef de l'État a été élevé à la dignité. Donc, il n'y a pas un financement de 3 milliards qui a été déboursé pour qu'il soit. C'est par rapport à ces faits d'armes, ces hauts faits d'armes, tout ce qu'il a fait pour le pays. Et c'est l'Assemblée nationale qui lui a donné ces titres. Maintenant, chacun peut appréhender ces titres comme il l'entend. Mais il n'y a pas eu 3 milliards de francs CFA qui ont été dépensés pour cela. Donc, je voudrais vous rassurer, c'est une fausse information. Et je voudrais enclencher en même temps sur le fait que les réseaux sociaux, voilà ce qu'ils créent comme information ou comme désinformation autour de tout ce qui peut se faire. Si nous voulons être vraiment compétitifs sur le plan international, si nous voulons que notre économie se développe, si nous voulons être comme les autres ou mieux que les autres, c'est de nous départir des zones dynamiques. La première chose, c'est que notre jeunesse doit se consacrer à l'éducation et à la recherche du savoir, à mieux faire. C'est une stimulation. Et je conviens avec vous qu'au jour d'aujourd'hui, notre continent n'a pas mis tous les moyens nécessaires pour permettre à ce que cette jeunesse puisse s'épanouir. Mais est-ce qu'on doit pour autant se croiser les bras et dire que rien n'a été fait, je vais attendre que tout soit... Il y a une époque, parce que nous sommes tous des pays colonisés, où on attendait tous de la colonisation. Il y a une époque où on disait que c'est la fonction publique qui devait employer les gens. Mais nous sommes à une époque où c'est l'entrepreneuriat qui doit être... Moi, je pense que si nous voulons que l'Afrique, qui est aujourd'hui le centre d'intérêt de tous les pays du monde entier, c'est que nous devons nous prendre en charge nous. C'est l'auto-entrepreneuriat qui peut se faire. Aujourd'hui, qu'il s'agisse du sésame, qu'il s'agisse du cacao, qu'il s'agisse du coton, qu'il s'agisse de tout ce qui est matière première, eh bien, on en a. Et c'est de l'Afrique qu'on prend pour avoir. Avant, on n'avait peut-être pas de Bill Gates à l'africaine. Mais aujourd'hui, on a des riches Africains qui font partie des top 10 du monde. On a des richards qui sont là et qui peuvent développer. Prenez le Nigeria, avec Dangote. Dangote, il peut faire beaucoup autour de lui pour développer quelque chose. Au Cameroun, vous avez aujourd'hui Tampulo, qui est un richard, mais qui peut aider, ne serait-ce qu'avec, dans le domaine de l'élevage. C'est ce qui sait faire le mieux. Et dans tous les pays, il y a un Bill Gates. Dans tous nos pays, il y a un Bill Gates, entre guillemets, qui peut aider à ce qu'on prenne seulement. Le vrai problème, c'est que si nous faisons tous la même chose, et ça, c'est une concurrence qui n'a même pas de sens, parce que si nous étions, si nos pays pouvaient s'entendre à dire que, OK,
Au Tchad, vous avez le coton. Moi, je vous laisse le coton. Le Cameroun, vous prenez l'agriculture. Et la Centrafrique, vous prenez l'élevage, par exemple. Ça peut aller, parce qu'on va être complémentaires. Mais nous voulons tous faire la même chose et au même moment, et ce qui fait qu'on n'a pas les mêmes moyens et après, ça devient précaire. Par contre, pour ce qui a été, j'ai bien aimé en ce qui concerne l'idée de Madame la professeure, il faudrait que nous puissions, à partir de ces moments, parce que les premiers jalons pour sortir du sous-développement, nous venons de les poser. La première pierre, c'est aujourd'hui. Avec vous, les jeunes qui nous suivez actuellement, nous pouvons dire, OK, à partir de notre niveau, on peut enclencher quelque chose. Nous allons débuter avec la première pierre et les autres nous suivront. Si nous croyons en cela, on peut déjà sortir l'Afrique de son sous-développement. Qu'est-ce que j'ai dit? Nous créons cette synergie et à travers cette synergie, nous avons la chance, chacun dans son pays, pour nous autres modérateurs, d'être ou d'avoir été quelque part ou d'avoir des relations qui peuvent ouvrir des portes. On va prendre l'engagement solennel de vous ouvrir certaines portes pour accéder à certains chefs d'État influents et par rapport à cela, on va. L'autre problème, c'est le problème de la démocratie. La démocratie à l'occidental et la démocratie à l'africaine ou la démocratie à l'africaine est différente. Nous avons des concepts qui diffèrent. Prenez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et en même temps ce qui s'est passé en Guinée-Conakry. Vous avez ce matin suivi avec moi que certains pays ont félicité le président de la Côte d'Ivoire et d'autres n'ont pas félicité le président de la Guinée. Voilà des situations qui paraissent presque les mêmes, mais qui ont deux visions différentes parce que les États n'ont que d'intérêt. Les États n'ont que d'intérêt. Et Madame Michel, elle va me dire, puisque c'est une diplomate, elle pourra me dire, c'est elle qui parle avec, comment je dirais, avec précaution. Donc, Madame, elle pourra certainement nous dire pourquoi est-ce que les deux pays-là, les deux cas ne sont pas traités de la même façon à l'international. Parce qu'il y a des intérêts. Les États n'ont pas d'amis, mes frères. Les États n'ont que d'intérêts. Et si nous voulons avancer dans le cadre diplomatique, c'est de voir qu'est-ce qui peut nous intéresser. Et ce n'est pas se focaliser. On ne peut pas calquer la démocratie à l'européenne avec nos réalités. C'est impossible. C'est impossible. Nous avons des situations qui diffèrent d'un pays à un autre. Et ça, c'est important que la jeunesse en prenne conscience et de se dire que, bon, on va aller avec cette situation. Et comment faire pour améliorer la situation dans laquelle je me trouve? Comment faire pour améliorer et comment apporter ma pierre pour que cela puisse changer? Si ce n'est pas dans le bon sens, eh bien, il faut qu'on l'amène dans les bons sens. Il n'y a plus sourd que celui qui n'écoute pas. Merci. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup, monsieur Hassan Tila Bakari, pour votre intervention très nourrissante. Nous remercions pour tous vos conseils et aussi pour le soutien que vous souhaitez nous apporter à travers nos initiatives de jeunes. Nous allons prendre une dernière question. Nous avons une main levée de Madame Nzou du Gabon. Madame. Bonjour à tous, vous m'entendez? Bonjour madame, oui nous vous recevons. D'accord, c'est Madame Zué depuis le Gabon. Je remercie tous les panélistes et bien évidemment les organisateurs de ces plats et mes frères et sœurs qui participent également à cette activité noble. Donc je participe, j'interviens beaucoup plus pour contribuer, pas pour une question, et dire que par rapport à tout ce qui a été dit lors du panel, durant le panel sur le leadership, moi, je souhaiterais que l'on parle aussi de l'approche participative. Pourquoi l'approche participative? Parce qu'il y a monsieur Hassan qui a parlé de la jeunesse. Bon, je pense aussi que plusieurs autres panélistes en ont fait état. Il faudrait qu'on apprenne à faire intervenir la jeunesse dans les prises de décision. Parce qu'on a parlé, par exemple, de l'intégration régionale, que ce soit les différents blocus que nous avons en Afrique de l'Ouest, centrale et l'Est. Il faut que la société civile, par exemple, elle est constituée des jeunes. On a, par exemple, le CEPLA, il y a des jeunes. Il faut qu'on apprenne à mettre ces derniers au centre des prises de décision.
Parce qu'il ne faudrait pas que les décisions soient prises que vers le haut et le bas, on le néglige. Donc, par là, je préconise l'approche participative. Et à côté, il y a aussi l'approche genre. Les femmes leaders, qu'est-ce qu'on en dit en Afrique? Les femmes leaders, est-ce que la femme aussi ne peut pas s'imposer dans la prise de décisions qui visent à développer notre continent? Pourquoi la femme ne peut-elle pas aussi occuper certains postes sans pour autant que l'on lui demande, par exemple, que l'on lui rappelle, que l'on rappelle à cette dernière, par exemple, son rôle qui est lié à la famille et tout. Je ne cherche pas à ouvrir un débat dans ce sens. C'est juste pour dire qu'il faudrait qu'on fasse aussi, on ait un regard sur l'approche genre, que l'on apprenne les jeunes filles, le leadership. Qu'est-ce que c'est le leadership? C'est quoi un bon leader? C'est quoi, comment une femme, dans sa fonction de mère, peut-elle aussi jouer le rôle de leader? Bien qu'elle le fait déjà à la maison, il faudrait qu'on apprenne tout cela dans le mode éducatif, comme l'a mentionné M. Noël ou Joël, si je ne me trompe pas. Il a parlé de l'éducation. Parce qu'on ne peut pas parler de leadership, on ne peut pas parler de l'émancipation de l'Afrique, on ne peut pas parler du changement de paradigme si on ne fait pas intervenir les différents acteurs. Les acteurs, dans l'évolution de la population mondiale, sinon des États qui sont en avance par rapport à certains d'entre nous, je pense qu'il y a des femmes leaders. Je pense qu'il y a des jeunes qui ont été écoutés. Il y a des jeunes aujourd'hui qui occupent des postes importants et qui arrivent à assumer leur rôle et qui présentent aussi des résultats intéressants. Pourquoi pas en Afrique? Pourquoi pas en Afrique? Pourquoi on ne peut pas faire confiance, par exemple, aux jeunes? Un jeune qui sort peut-être des universités, on va dire il n'a pas assez d'expérience. Un jeune qui crée une structure, on dira il n'a pas assez d'aptitude pour recevoir un financement. Un jeune qui se lance, il n'est pas pris au sérieux. Ça va de même pour la femme. Une femme qui veut se lancer dans telle activité, il y aura le poids de la culture, des traditions que je respecte d'ailleurs. Le poids de la culture, la tradition, le rôle de la femme. Donc, essayons de regarder cet ensemble en mettant vraiment un accent sur l'approche participative, tant pour la jeunesse que pour l'approche genre, qui est la participation des femmes. Donc, c'est en quelque sorte ce que je voulais dire et je vous remercie. Merci beaucoup, madame, pour votre apport très nourrissant. Nous pouvons d'ores et déjà remarquer lors de ce panel que l'approche genre est très mise en avant puisque le panel a été modéré par une grande dame et parmi les intervenants, nous avons aussi une grande dame qui nous ont accompagnés, qui nous ont nourris durant ce panel. Nous allons prendre la toute dernière question. Elle a été posée dans l'onglet de discussion. Elle vient de la part de M. Elom. La question est adressée à Madame Kenembeni. La question est la suivante. Comment reformater les esprits pour arrêter la concurrence ou la compétition et favoriser une cohésion dans les actions? Nous avons 5 minutes. Madame Michel, une dernière intervention, s'il vous plaît. Oui, la question est la suivante. Oui. Comment reformater les esprits pour arrêter la concurrence ou la compétition et favoriser une cohésion dans les actions? Je ne sais pas si je comprends très bien votre question. La question du... Peut-être vous pouvez reformuler. Peut-être vous demanderez qu'elle formule la question parce qu'elle m'a l'air un peu lourde, sauf si je ne la saisis pas très bien. Est-ce qu'elle peut être reformulée, je vous en prie? Est-ce que la question peut être reformulée, s'il vous plaît? Allô, professeur? Oui, allô. Oui, allô? Allô, professeur? Oui, Michel, tu permets qu'en tant que coach, je puisse apporter une contribution? J'accepte volontiers, professeur, merci. D'accord. Oui, comment reformater les esprits pour que, je crois avoir compris comme ça. Le mot reformater, là, en fait, c'est comme si
quelque chose de mécanique. Nous ne sommes pas en informatique. L'être humain n'est pas un ordinateur ou quelque Exactement. chose qui reçoit de l'extérieur, des données extérieures et qui s'applique. Non, on n'a pas besoin de reformater. On reformate autre chose. Mais l'être humain, c'est quelque chose de tellement complexe. De tellement complexe. L'être humain a 3 dimensions. L'esprit, corps et âme. Et au-delà de ça, il a une conscience, il a une inconscience, il a un subconscient. Et je vous assure, et chaque fois qu'un être humain est en conflit avec lui-même, vous savez qu'avant d'être en conflit avec les autres, on est d'abord en conflit avec ces 3 dimensions qui sont en nous. Nous ne le savons Exactement. pas. Donc, chaque fois qu'il y aura un conflit dans ces 3 dimensions, la conscience, c'est-à-dire ce que nous faisons consciemment, nous décidons et agissons. L'inconscient, c'est-à-dire que les choses qui ont été manipulées par nos cultures, intégrées dans nos habitudes, nos habitudes à notre insu et sans notre volonté, nous sommes pratiquement téléguidés à 80% dans nos vies par cette 2e dimension, l'inconscience. Et le subconscient, ce sont des choses que nous enregistrons nous-mêmes et qui influencent fortement nos quotidiens, c'est-à-dire que nous agissons comme des robots. Donc, chaque fois qu'il y aura un conflit dans ces 3 dimensions, le subconscient prendra le pas sur nous parce que c'est des choses dont nous n'avons pas conscience. Alors maintenant, comment faire pour formater, pour reformater? Non. Comment faire pour que l'être humain change de comportement, change de paradigme? J'ai entendu ce mot tout à l'heure. C'est vraiment de prendre d'abord conscience. Chacun de nous doit prendre conscience individuellement de la gravité de la situation, des enjeux, des défis et de ce qui nous attend et des perspectives pour notre propre vie. Donc, c'est d'abord une prise de conscience et un engagement personnel. On dit souvent que si chaque citoyen ramassait le papier ou balayait devant sa cour, pour ceux qui ont un peu fait la philosophie, si chacun balayait devant sa cour, le pays serait propre. Donc, c'est une prise de conscience personnelle, des actions personnelles qui créent un impact collectif. Les gens ont dit, par ailleurs, j'ai vu une citation passer souvent qui dit ceci, que si tu veux changer le monde, ben, commence par changer toi-même. Qui ne l'a pas encore entendu? Si tu veux changer le monde, commence par changer toi-même. Or, le vrai changement commence par se rendre compte de ce qu'on est responsable de quelque chose. Si chacun de nous se croise les bras, oh, ce sont nos gouvernants qui doivent faire telle chose. Oh, ce sont les dirigeants à la tête de l'Union africaine en ce moment. Pendant leur mandat, c'est eux qui doivent changer l'Afrique. On ne change pas un continent qui a des hommes. Un continent n'est pas un objet, c'est constitué d'hommes. Et c'est donc nous, les hommes, qui devons prendre l'engagement de commencer à changer, à faire autrement. Donc, voilà un peu cette petite contribution que j'apporterai. Ça a l'air facile, hein, parce que j'ai compris, mais vous ne pouvez pas imaginer avec combien de temps, 5-6 ans, que je fais des formations par-ci, par-là. Je suis à la John Maxwell University. En ce moment, c'est une formation en ligne. J'ai 55 ans. Donc, il faut passer le temps à se former, à apprendre que le déni de responsabilité, rejeter la responsabilité sur les autres, chère jeunesse, ça ne va pas nous aider à prendre le pouvoir en main, à accéder à notre leadership. C'est nous-mêmes les premiers responsables. Merci. J'en ai Merci terminé. beaucoup, professeur. Prendre conscience, assumer nos responsabilités et Oui, continuer tout par commence par la apprendre prise de encore et conscience. toujours. C'est sur ces mots que nous allons mettre fin à ce panel au cours duquel nos éminents panélistes nous ont apporté beaucoup d'éclairages. Nous avons commencé par une définition des concepts de leadership depuis la conception, puisque l'agenda UA 2063 a été initié sur une base consensuelle par des personnalités panafricaines. Tout au long de l'intervention, nous avons aussi mis en avant les différents aspects qui peuvent nous permettre d'assumer ce leadership-là au sein de nos unités africaines. Cela passe par la prise de conscience
dont le professeur vient juste de parler, cela passe par aussi le fait de pouvoir montrer personnellement une meilleure image de l'Afrique au monde. Non plus exposer nos difficultés, mais montrer chacune de nos prouesses, montrer chacune de nos réussites. Et aussi, ça passe par la synergie d'action, comme l'a dit M. Hassan Sila Bakari. Nous avons eu l'insigne honneur de vous avoir avec nous durant le panel diplomatique. Nous saluons toutes les personnes qui nous suivent partout ailleurs, tous les participants qui sont avec nous. Nous vous invitons, suite à ce panel, tout à l'heure à 14h GMT, pour l'atelier sur l'agenda UA 2063. Au cours de cet atelier, des personnes ressources viendront nous aider à décortiquer les différents objectifs et les axes de cet agenda-là, afin que nous puissions prendre conscience de nos responsabilités personnelles en tant que jeunes et prendre aussi conscience des opportunités que ces axes-là nous offrent pour pouvoir ensemble amener l'Afrique vers le développement que nous voulons. Merci encore à vous, éminents panélistes. Merci encore à vous, chers participants. Pour le mot de fin, nous allons ouvrir tous ensemble nos caméras. Chers participants, tous ensemble, nous allons ouvrir nos caméras afin de pouvoir prendre une photo de famille. Ok. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci encore pour cette attention. Merci pour votre détermination. Merci pour votre volonté. Le camp des programmes de leadership africain, ça continue tout à l'heure à 14h GMT avec l'atelier sur l'agenda UA 2063. D'ici là, n'oubliez pas d'aller vous abonner à la page YouTube du CEPLA qui est marquée CPLA et activer la cloche de notification afin de ne rien rater des 6 autres jours qui nous attendent tout au long de ce camp des programmes de leadership africain. Une gratitude annoncée, témoigner à l'endroit du promoteur, M. Brice Kapga, grâce à qui nous sommes ici, et aussi aux panélistes qui nous ont enrichis, professeur Justine Difo, la modératrice, M. Hassan Sila Bakari et Mme Michelle Kenebeni. Merci à tous et nous nous revoyons à 14h. Supporté par toute la jeunesse africaine se réunit pour échanger sur les différents continents. Vous retrouverez durant 7 jours d'activité d'éminentes personnalités du monde des affaires, de la musique, du football, de l'humour et du social autour de panels, formations et ateliers riches en couleurs mais aussi en enseignement. Avec plus de 60 000 participants attendus, l'événement est placé sous le thème « Le leadership africain, source d'énergie pour l'atteinte des objectifs de l'agenda UA 2063 ». L'événement est entièrement en ligne, 100% digital. Dépêchez-vous, les inscriptions sont ouvertes du 1er septembre au 15 octobre 2020 sur le www.cepla.guiadaafrica.org. Chers jeunes Africains, le développement de l'Afrique doit passer par nous. L'activité formation du CEPLA nous ouvre un éventail de formations, de programmes. Nous avons le public management, le business entrepreneurship, le civic leadership. Alors, le programme Business Entrepreneurship est destiné aux entrepreneurs, à ceux qui ont des idées de projet, à ceux qui veulent apporter de la valeur ajoutée à leur entreprise, à ceux qui veulent vraiment développer leur pays. Le programme Public Management est destiné à ceux qui aspirent à une carrière politique et également à ceux qui aspirent à une fonctionnalité administrative pour pouvoir faire développer leur pays. Nous avons également le Civic Leadership, un programme destiné aux amoureux de la société civile, à ceux-là qui veulent investir et pouvoir contribuer au développement des communautés. Tout ceci dans le but de booster les compétences chez nos jeunes frères africains pour l'atteinte des objectifs de l'agenda UA 2063. Alors, je vous invite cordialement à ne pas rater cet événement, ce grand événement panafricain qui va se dérouler du 21 au 27 novembre 2020. Chers leaders,
Venez ensemble vivre avec nous cet événement inédit de 7 jours d'intense activité avec plus de 90 formateurs et panélistes de haut niveau. Nous vous entendons. N'hésitez pas. Chers jeunes Africains, le développement de l'Afrique doit passer par nous. L'activité formation du CEPLA nous ouvre un éventail de formations, de programmes. Nous avons le public management, le business entrepreneurship, le civic leadership. Alors, le programme Business Entrepreneurship est destiné aux entrepreneurs, à ceux qui ont des idées de projet, à ceux qui veulent apporter de la valeur ajoutée à leur entreprise, à ceux qui veulent vraiment développer leur pays. Le programme Public Management est destiné à ceux qui aspirent à une carrière politique et également à ceux qui aspirent à une fonctionnalité administrative pour pouvoir faire développer leur pays. Nous avons également le Civic Leadership, un programme destiné aux amoureux de la société civile, à ceux-là qui veulent investir et pouvoir contribuer au développement des communautés. Tout ceci dans le but de booster les compétences chez nos jeunes frères africains pour l'atteinte des objectifs de l'agenda UA 2063. Alors, je vous invite cordialement à ne pas rater cet événement, ce grand événement panafricain qui va se dérouler du 21 au 27 novembre 2020. Chers leaders, venez ensemble vivre avec nous cet événement inédit de 7 jours d'intense activité avec plus de 90 formateurs et panélistes de haut niveau. Nous vous entendons. N'hésitez pas. L'Afrique s'unit. Du 21 au 27 novembre 2020, vivez le camp des programmes de leadership africain. À l'initiative de Guiada Africa, supporté par 18 pays, toute la jeunesse africaine se réunit pour échanger sur les défis majeurs du continent. Vous retrouverez durant 7 jours d'intense activité d'éminentes personnalités du monde des affaires, de la musique, du football, de l'humour et du social autour de panels, formations et ateliers riches en couleurs mais aussi en enseignement. Avec plus de 60 000 participants attendus, l'événement est placé sous le thème « Le leadership africain, source d'énergie pour l'atteinte des objectifs de l'agenda UA 2063 ». L'événement est entièrement en ligne, 100% digital. Dépêchez-vous, les inscriptions sont ouvertes du 1er septembre au 15 octobre 2020 sur le www.cepla.guiadaafrica.org. Chers jeunes Africains, le développement de l'Afrique doit passer par nous. L'activité formation du CEPLA nous ouvre un éventail de formations, de programmes. Nous avons le public management, le business entrepreneurship, le civic leadership. Alors, le programme Business Entrepreneurship est destiné aux entrepreneurs, à ceux qui ont des idées de projet, à ceux qui veulent apporter de la valeur ajoutée à leur entreprise, à ceux qui veulent vraiment développer leur pays. Le programme Public Management est destiné à ceux qui aspirent à une carrière politique et également à ceux qui aspirent à une fonctionnalité administrative pour pouvoir faire développer leur pays. Nous avons également le Civic Leadership, un programme destiné aux amoureux de la société civile, à ceux-là qui veulent investir et pouvoir contribuer au développement des communautés. Tout ceci dans le but de booster les compétences chez nos jeunes frères africains pour l'atteinte des objectifs de l'agenda UA 2063. Alors, je vous invite cordialement à ne pas rater cet événement, ce grand événement panafricain qui va se dérouler du 21 au 27 novembre 2020. Chers leaders, venez ensemble vivre avec nous cet événement inédit de 7 jours d'intense activité avec plus de 90 formateurs et panélistes de haut niveau. Nous vous entendons. N'hésitez pas. Africains, Africaines, mes chers concitoyens, Excellences, Messieurs les Présidents de la République, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, distingués invités à vos rangs et qualités, tout protocole respecté, bonjour. Alors,
Quelle Afrique voulons-nous? Cette question a fait l'objet de nombreuses réflexions, de part de nos aînés, de nos précurseurs et aussi de nos pères qui, face aux enjeux actuels du continent, veulent laisser un héritage à leurs descendants. Aux plus hautes sphères des décisions, la réponse à travers le continent, des meilleurs programmes de leadership offrent à la jeunesse africaine des compétences pointues sur des enjeux majeurs et de leur épanouissement dans les secteurs de l'entrepreneuriat, de la gestion publique et de la vie associative. Initiative louable et surtout hyper sélective. Ces programmes sont réservés à une élite, mais au regard des nombreux défis qu'il nous reste à relever, nous devons railler toutes les forces vives du continent à l'édification de notre idéal, à l'Afrique dans laquelle nous voulons voir nos enfants grandir. C'est dans l'optique. Bonjour, je suis Brice Tchabga, entrepreneur social, business developer et promoteur de ces plats. Je me suis toujours interrogé, qui étais-je? Qui suis-je? Et qui serais-je? Africains, Africaines, mes chers concitoyens, Excellences, Messieurs les Présidents de la République, Excellences, Messieurs les Ambassadeurs, distingués invités à vos rangs et qualités, tout protocole respecté, bonjour. Quelle Afrique voulons-nous? Cette question a fait l'objet de nombreuses réflexions, de part de nos aînés, de nos précurseurs et aussi de nos pères qui, face aux enjeux actuels du continent, veulent laisser un héritage à leurs descendants. Aux plus hautes sphères des décisions, la réponse à cette question a conduit à une série de travaux, desquels débouchent des axes et plans directeurs indispensables à l'édification de notre continent en puissance mondiale, d'où l'agenda UA 2063. Pourquoi le camp des programmes de leadership africain en abrégé CEPLA? À travers le continent, des meilleurs programmes de leadership offrent à la jeunesse africaine des compétences pointues sur des enjeux majeurs et de leur épanouissement dans les secteurs de l'entrepreneuriat, de la gestion publique et de la vie associative.